Merci pour votre fidélité au programme de la 7 TV. Mesdames et messieurs, il est 13 h. Bonjour, bienvenue dans ce journal. À la une de cette édition, nouveau règlement intérieur de l'Assemblée nationale adopté ce matin. Ce texte va marquer une évolution significative dans le fonctionnement de l'institution parlementaire. Au préalable de la commission des lois de la décentralisation du travail et des droits humains s'était déjà rencontrée. Et puis la conférence des leaders du Front pour la défense de la démocratie et de la République, pendant ce temps, se dit inquiète de la situation du pays. Elle parle d'une crise multidimensionnelle sans précédent. Ces acteurs appellent à un sursaut national. Et enfin, Bachir Fofana, toujours dans les mailles de la justice. Le journaliste est poursuivi pour diffusion présumée de fausses informations. Sa situation, néanmoins, de manière générale, relance la lancinante question de la liberté d'expression au Sénégal. Voilà tout pour l'essentiel des titres. Le développement, c'est tout de suite. Et nous le disions, tantôt les députés de l'Assemblée nationale ont répondu à la convocation ce matin du président de l'institution El Malick Ndiaye en séance plénière. Ceci, c'était pour examiner la proposition de loi numéro 10/2025 portant règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Cette rencontre survient après la réunion de la commission des lois de la décentralisation du travail et des droits humains adoptée. Ce texte va donc marquer une évolution significative dans le fonctionnement de l'institution parlementaire. L'Assemblée nationale se retrouvera de nouveau demain autour de la loi de finances rectificative. En attendant, la situation financière et l'exécution du budget par le régime en place suscite bien des réactions de la part de l'opposition. Lors de l'émission, c'est à débattre sur la 7 TV. Si l'opposition dénonce la démarche du régime, le pouvoir en place, lui, dit saluer les démarches initiées par le tandem Diomaye Sonko. Traditionnellement, des femmes Oui, vous savez bien que le Sénégal a toujours travaillé avec les FMI et autres institutions financières. Ce sont ces institutions financières qui viennent ici au Sénégal sans tambour ni trompette pour faire des évaluations. Alors, ça a été toujours bénéfique. Mais là, avec les accusations d'Ousmane Sonko, de falsification des chiffres, entre autres, nous sommes tombés dans une situation extraordinaire avec une situation financière pas très reluisante. Alors, on était obligé maintenant de tourner vers d'autres financements avec des emprunts obligataires à des taux extraordinaires. On ne s'y attendait pas. Alors, à ce rythme, j'ai bien peur que ce pays va tout droit vers le mur avec une situation économique très dure et une économie en récession. Oui, vous savez, je pense bien que le Sénégal est dans une trajectoire parce que si vous voyez le système de financement que nous avons adopté, mais c'est plutôt bénéfique. Il y a des niches aujourd'hui que nous devons exploiter et c'est ce que le gouvernement est en train de faire. C'est vrai qu'il existe des emprunts obligataires, entre autres, mais vous vous êtes rendu compte que si jamais cela aboutit, alors ces gens qui vont venir vont permettre de décoller et avec d'autres bailleurs. Il y a aujourd'hui des centaines de milliards qui dorment à travers l'UEMOA. Alors nous pouvons en bénéficier avec une bonne approche et c'est ce que nous sommes en train de faire. Alors il n'est pas important de tirer à boulet rouge sur des financements que nous optons du tout. Mais vous savez pertinemment que le Sénégal était dans une situation extraordinaire sous l'Ancien Régime. C'est bien possible de sortir la tête hors de l'eau et il faut aussi un accompagnement de tout le monde. Nous financer une économie et qu'on ne serait pas dépendant de ces institutions. Et ces institutions ont des agendas qui peuvent être différents de nos agendas. Le Sénégal a subi une crise multidimensionnelle sans précédent. Ce constat ressort du communiqué de la conférence des dirigeants du Front pour la défense de la démocratie et de la République hier qui s'est réuni au siège du Parlement Sénégal à adresser un bilan préoccupant de la situation nationale et face à cette dernière, il a appelé donc à un sursaut national. La conférence des leaders du Front pour la défense de la démocratie et de la République FDR dresse un état des lieux préoccupant de la situation nationale. La coalition dénonce une crise multidimensionnelle sans précédent et appelle à un sursaut national contre les dérives du régime de Bassirou Diomaye Faye. Khalifa Sall et compagnie déclarent que
Le Sénégal, longtemps considéré comme un modèle de stabilité démocratique en Afrique, est aujourd'hui en proie à une crise politique, financière, économique et sociale. En outre, le FDR accuse le régime en place d'avoir instauré un climat de répression généralisée. La coalition met en cause l'instrumentalisation de la justice, devenue selon le FDR un outil de règlement de comptes politiques, évoquant des procédures sélectives, des décisions judiciaires controversées et des poursuites contre des opposants, des journalistes et des activistes. Sur le plan des libertés publiques, la conférence des leaders du Front pour la défense de la démocratie et de la République constate que si les manifestations pacifiques ne sont pas interdites, elles sont réprimées. Les organes de presse étouffent sous la pression fiscale et les chroniqueurs harcelés ou emprisonnés. De plus, le Front dresse un bilan économique jugé catastrophique. Il dénonce une dette publique insoutenable, un déficit budgétaire historique, une inflation galopante et un chômage massif des jeunes, le tout dans un contexte de désaccord avec le FMI. Le FDR critique aussi l'arrêt des chantiers, la mévente des récoltes, la mauvaise qualité des semences, la rareté des engrais et l'incompétence du gouvernement à accompagner le monde rural. Pour le Front, cela traduit une mauvaise gouvernance aggravée par des recrutements clientélistes. Face à ce qu'il qualifie de retour en arrière démocratique, le FDR appelle à une mobilisation générale. Il en appelle à la société civile, aux syndicats, aux partis politiques et à toutes les forces vives à s'unir pour faire barrage à cette malgouvernance du régime Diomaye Sonko et d'engager des luttes multiformes contre les dérives liberticides. Sur notre registre à présent, ce vendredi marque le 3e jour de garde à vue pour le chroniqueur Bachir Fofana, interpellé par la division spéciale de la cybersécurité. Il est poursuivi pour diffusion présumée de fausses informations suite à des propos tenus dans les médias au sujet de l'appel d'offres relatif à l'achat de véhicules destinés aux députés de l'Assemblée nationale. Cette affaire relance aujourd'hui le débat sur les limites de la liberté d'expression au Sénégal. Djibril Diallo. Cela fait maintenant 3 jours que Bachir Fofana est maintenu en garde à vue dans le cadre d'une affaire qui continue de faire grand bruit. Il est retenu à la division spéciale de la cybersécurité suite à une plainte déposée pour diffusion de fausses nouvelles. Son dossier suscite de vives réactions au sein de l'opinion publique. Sur le plateau de MNF ce mercredi, le journaliste Madiambal Diagne a publiquement exprimé son soutien à Bachir Fofana et a appelé à sa libération. Il faut libérer Bachir Fofana. La plainte déposée par le président de l'Assemblée nationale, sur la base de laquelle il est retenu, ne justifie même pas une convocation, encore moins une garde à vue. Je l'ai d'ailleurs écrit ce matin sur mon compte X. S'il y a quelqu'un qui doit s'expliquer dans cette affaire, ce n'est certainement pas Bachir Fofana. Par ailleurs, certains observateurs estiment que cette affaire pourrait être liée à des différends antérieurs, connus pour ses prises de position tranchées et sa proximité avec l'ancien régime. Fofana n'a jamais caché son amertume après son licenciement de l'Agence nationale pour les énergies renouvelables, où il occupait le poste de directeur de la communication. Un licenciement qu'il avait qualifié d'abusif lors d'une émission avec MNF en août 2024, quelques jours seulement après son éviction. La procédure est entachée d'irrégularités. Ils se sont appuyés sur de faux prétextes. À preuve, après m'avoir adressé une demande d'explication à laquelle j'ai répondu dans un délai de 24 heures, on m'a envoyé un huissier. Et à peine une semaine plus tard, ce même huissier est revenu me remettre une lettre de licenciement. Depuis mercredi, le journaliste chroniqueur est en garde à vue pour diffusion de fausses nouvelles à la suite de ses propos sur l'achat de véhicules destinés aux députés. Cette affaire suscite une vive polémique et ravive le débat sur la liberté d'expression au Sénégal. On reste avec les acteurs de la presse sénégalaise en proie à des difficultés économiques. La dernière illustration est la fermeture des bureaux du CORED. L'ambition est de fragiliser la presse selon Nina Pendafey. Ne cachons pas sa déception, cette dernière estime qu'un décaissement exceptionnel aurait été encore préférable.
Après la fermeture temporaire de ces bureaux à la Maison de la Presse, l'heure est à la désinstallation du côté du CORED. Kakimono, câblage, tout s'accélère. En 2024, le fonds n'a pas été alloué au CORED. En 2025, nous attendons encore et nous en sommes à un stade où nous devons à ce personnel permanent qui n'a pas perçu son salaire. Si nous terminons, quand on va terminer le mois de juin, nous serons à 15 mois d'arriérés de salaire. Cette fermeture a son lot de conséquences. L'obtention du quitus fiscal pour la carte de presse est même compromise. Le pouvoir des cartes professionnelles en stand-by. Si on n'attribue pas le quitus, le dossier des journalistes qui veulent une carte de presse nationale n'est pas complet. Et la situation que nous vivons, c'est la même situation que la commission de la carte nationale de presse vit, qui sont deux instances qui émanent des textes et donc qui ont besoin de l'accompagnement, de la tutelle de l'État du Sénégal. Un coup de massue qui vient dans un contexte où les services du Conseil d'observation sont très sollicités. Au moment où je vous parle, le CORED est au Mali représenté par son président pour accompagner le Mali à remettre en place le CORED. Le Gabon est venu lors de la sortie de la 52e promotion du CESTI pour également voir et échanger avec nous sur l'expertise du CORED pour pouvoir les accompagner. D'autres pays qui n'en ont pas sollicitent le CORED du Sénégal pour les accompagner à mettre une instance comme le CORED dans leur pays. Nina Pendafaye espère tout de même que des discussions franches vont aboutir à insuffler un nouveau souffle à la presse sénégalaise. Incident au Martiam, les responsables de l'organe affirment qu'ils n'ont pas perçu leur salaire depuis presque 14 mois maintenant. Diatou Cissé, ancienne secrétaire générale du SYNPICS, prenant la parole, affirme que la responsabilité de l'État est aujourd'hui engagée dans la situation. Cette situation que traverse le CORED n'est rien d'autre qu'un abus de droit, abus d'autorité du ministère de la Communication. Ces propos sont de l'ancienne secrétaire générale du SYNPICS, Diatou Cissé. Selon elle, c'est la loi qui stipule que le CORED doit bénéficier de la subvention du fonds d'appui à la presse. Dans la formule que nous, on avait préconisée, on avait dit que 10% du fonds d'appui soit alloué au CORED, mais que le CORED, comme le fonds d'appui, devait faire l'objet d'audits réguliers de la part des services de contrôle de l'État pour garantir la transparence et une bonne utilisation des fonds. Le ministère, quels que soient par ailleurs les reproches fondés ou non fondés qu'il pourrait faire à l'encontre de la presse, le ministère ne peut pas s'asseoir sur un abus de droit et un abus d'autorité. Selon elle, le fonds d'appui à la presse devait dépérir au profit du fonds d'appui à l'entreprise de presse. Ceci permettrait d'éviter la confusion, mais aussi pourrait garantir des projets viables pour renforcer économiquement l'entreprise de presse. Je pense que la fermeture du CORED doit ramener effectivement le débat sur le fonds d'appui à l'entreprise de presse. Même quand on parle de modèle économique à réinventer, on ne peut pas le faire dans le contexte où, par exemple, le fonds d'appui à l'entreprise de presse, son accès reste quelque part lié au bon vouloir ou aux humeurs d'un ministère de la communication, d'un ministre de la Communication ou du ministère de la Communication. Diatou Cissé d'ajouter que la vocation du ministère, c'est d'avoir une politique sectorielle claire en direction des médias qui préservent l'entreprise de presse. Il y a une politique délibérée de tuer tout ce qu'on a trouvé sur place pour en laisser émerger d'autres. Parce que qu'on le veuille ou pas, le gouvernement, l'État, a ses entreprises de presse, a ses hommes de presse, a ses femmes de presse. Le CORED a vu le jour le 23 mai 2009 en remplacement du Comité pour le respect de l'éthique et de la déontologie. Le CRED, il est chargé de veiller au respect de la charte des journalistes du Sénégal. D'autres difficultés dans le secteur de l'éducation. Cette fois-ci, à quelques jours du bac 2025, les parents d'élèves réunis au sein de l'UNAPES se disent inquiets. En effet, le SAES dit ne pas exclure à ce jour le boycott de la présidence des jurys. Ces parents d'élèves lancent alors un appel urgent à l'État du Sénégal pour une solution, et ce dans les plus brefs délais.
Le mouvement d'humeur du syndicat autonome de l'enseignement supérieur risque de prendre de nouvelles proportions. Le SAES envisage de poser d'autres actes plus impactants. Après 72 heures de grève, les professeurs d'université prévoient de boycotter la présidence des jurys du baccalauréat 2025. Ces menaces, proférées à quelques jours du démarrage des épreuves, inquiètent l'Union nationale des associations de parents d'élèves du Sénégal. Ces points de revendication que j'ai vus n'ont rien à voir avec la fin de l'année, avec les examens. Ils peuvent revendiquer, on est d'accord, parce qu'ils ont demandé des pensions de réversion à la retraite, on est d'accord. Mais quand à attendre à la dernière minute, au moment où les gens s'attendent, les parents d'élèves s'attendent, au moment où les enfants s'attendent, au moment où les enseignants doivent accompagner moralement nos enfants dans les classes par rapport à la préparation du baccalauréat, en ce moment-là, on déstabilise l'enfant. Même le fait de déclarer une grève, ça peut déstabiliser, ça peut décourager nos enfants. L'UNAPES demande au gouvernement de tasser au plus vite les tensions autour de l'organisation du baccalauréat afin de permettre aux candidats de passer les examens dans les meilleures conditions. Donc, je lance un appel à l'État et en même temps aussi aux syndicats. S'il y a table de négociation, on peut trouver des solutions, même s'il y a des solutions qui peuvent aller au-delà de cette année-ci. L'essentiel, c'est d'avoir des solutions pour laisser nos enfants aller vraiment se présenter au baccalauréat. D'après la vice-présidente de l'Union nationale des associations de parents d'élèves, il serait inacceptable de mêler les candidats au bac à ces désaccords opposant les syndicalistes à l'État du Sénégal. Les élèves ne doivent pas subir les conséquences de cette guerre qu'elles jugent inopportune. À quelques encablures de la Tamrarit, le collectif des organisations pour une alimentation saine et sociale s'est réuni pour alerter sur la qualité de la viande mise à la disposition des consommateurs lors de la fête. Ils invitent alors l'État du Sénégal à mieux réguler les abattoirs pour éviter tout risque de maladie provenant de la viande animale. On a constaté dans notre pays, chaque fête de Tamrarit, on abat des milliers de bœufs, des tonnes de viande sans contrôle vétérinaire et que les risques de transmission maladie d'animal à l'homme, c'est des risques extrêmement graves. C'est pour cette raison qu'on a mis en place un collectif des organisations pour une alimentation saine et sociale. Ce collectif regroupe des acteurs de la filière bétail-viande, il y a des acteurs de la presse, des journalistes qui sont dedans. Nous avons aussi des associations de consommateurs qui sont dedans, des associations de bouchers qui sont dedans. Il y a des politiciens, des organisations, partis politiques qui sont dedans pour une seule but, pour que la fête de Tamkharit soit mieux organisée, pour que les bêtes qu'on abatte soient contrôlées, suivies, veillées à ce que la viande est propre à la consommation. Et sur cette même lancée, l'Agence de régulation des marchés a organisé une mission de terrain dans les zones horticoles de la région de Thiès. Cette tournée vise à s'entretenir avec les producteurs pour évaluer les récoltes attendues pour un bon approvisionnement durant les prochains événements religieux. L'objectif était véritablement de voir avec les acteurs, d'évaluer un peu les récoltes attendues pour évaluer aussi la capacité de cette production à couvrir les besoins durant ces périodes de fête. Mais véritablement, ce que nous avons vu sur le terrain est rassurant. Il y a une forte production attendue dans les jours à venir. Présentement, le marché est correctement approvisionné, les prix sont accessibles par rapport aux consommateurs, même si au niveau producteur, il faut noter que les prix véritablement ne sont pas encore rémunérateurs. C'est un constat que nous avons fait. Mais toujours est-il que pour rassurer véritablement la population, il y a une forte production de carottes qui est là. Et nous pensons que véritablement la fête de Tamkharit, le Grand Magal de Touba et le Mawlud seront véritablement couverts à partir de la production locale. C'est l'objectif du gouvernement, véritablement d'atteindre l'autosuffisance en carottes, d'atteindre l'autosuffisance en pommes de terre et d'atteindre l'autosuffisance en oignons et véritablement sur tous les autres produits agricoles. Donc je pense que nous sommes sur la bonne voie.
avec les infrastructures de stockage que nous sommes en train de mettre en place pour véritablement venir en appui, aider les petits producteurs à renforcer la logistique, la qualité commerciale de nos produits, véritablement et satisfaire les besoins des consommateurs. On termine très rapidement à l'international. Le Togo, la tension ne faiblit pas. Des affrontements ont éclaté ce jeudi à Lomé à la suite d'un nouvel appel à manifester contre le régime en place dans plusieurs quartiers. Deux petits groupes de manifestants ont été rapidement dispersés par les forces de l'ordre à coups de gaz lacrymogène. La ville était sous haute surveillance sécuritaire. Il s'agit du deuxième appel lancé ce mois-ci par la société civile et des influenceurs en dépit des avertissements du gouvernement sur les risques de répression. Nous passons tout de suite à la revue de presse. Bonjour, les journaux sont revenus sur la dette qui sont le journal Enquête et sans effet sur le quotidien sénégalais. Tous les signaux sont au rouge, sont le journal Enquête toujours et sont lesquels l'État du Sénégal se trouve dans un véritable engrenage. Les intérêts de la dette explosent avec 1057 milliards environ à rembourser en 2025. Sur le quotidien c'est un mois de recettes avec le fisc qui est en baisse, de même que les prévisions en baisse aussi avec 260 milliards. Alors qu'il se démène pour sortir des difficultés, le Sénégal semble s'enfoncer davantage dans le trou avec des finances. La dernière en date est la loi de finances rectificative publiée par le gouvernement. Selon l'observateur, en 2 ans, la dette a atteint 10 200 milliards de francs CFA. C'est le niveau des 5 dernières années de Macky Sall sans la paire. Suffisant pour Sud Quotidien de souligner que l'opposition sont la charge. Le Front pour la défense de la démocratie et la République dresse un acte d'accusation contre Pastef sur fond de dérive autoritaire. Le Peuple Quotidien lui parle de réquisitoire de feu du FDR et de l'APR sur Diomaye et Sonko. Le Sénégal serait en proie à une crise multidimensionnelle. Selon le journal, dans Vox Populi, Macky et compagnie réclament des comptes à Diomaye sur le rythme effréné de l'endettement. Selon le journal, la formation politique de l'ancien président veut des explications crédibles sur la destination des 10 200 milliards contractés. 4 500 milliards en 2024 et 5 700 milliards en 2025. L'APR affirme qu'en 2 ans, la dette a atteint 10 200 milliards. Sur la tribune, 10 000 milliards de dettes sans effet sur le quotidien Gorgorlou. L'APR invite le gouvernement à créer un ministère exclusivement de l'endettement. Wolf Quotidien lui estime que les autorités sont acculées sur le net face à des menaces de Sonko. Ce sont des ministres sous pression. La pression est sur les magistrats, selon toujours Le Soleil. Sur le journal, plusieurs changements ont été opérés dans les différentes juridictions du pays, notamment au sein du pôle judiciaire financier à l'issue du Conseil supérieur de la magistrature. L'info indique en ce qui concerne pointe des nominations stratégiques qui redessinent les contours de l'appel judiciaire sénégalais. Ce révèle un point précis qui peut avoir ou non son importance. La Cour d'appel de Dakar caracole en tête en termes de nouvelles nominations, dont 20, derrière Thiès 9, suivi de Kaolack 2 et Ziguinchor 2. Là s'autorise une interrogation principale, les changements intervenus au pôle judiciaire financier, moins d'1 an après la mise sur pied de cette institution, vont-ils dans le sens de corser la lutte contre la corruption et la parivarication? En sport, Record parle de Jaraaf qui s'approche du Graal, car Gorée a été battu et Iso largué. Bonne lecture. Et c'est ce qui met un terme à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. À 14h, vous avez le Wolof. Merci.